Fabien, pour cette présentation. Justement, j'ai partagé le lien vers le livre qui, d'ailleurs, on a co-dirigé avec Emmanuel et aussi Sébastien Févry, qui est à l'Université catholique de Louvain. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment ça fait des années qu'on travaille avec Emmanuel sur des questions de la nostalgie, allant de la marchandisation à la politisation, au mécanisme aussi de mécanisme de production et de réception. Donc, ça fait quelques années là, qu'on est dans ce champ-là. Et on avait, donc il y a je ne sais plus exactement quand on a commencé à travailler sur la vidéo de Zemmour, mais on a dit il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il n'y a pas assez d'analyse portant sur la nostalgie, donc en lien avec cette vidéo spécifiquement. Moi aussi, je me sens un peu fatiguée ce matin, donc moi je vais un peu lire ma présentation si ça vous dérange pas trop, mais je vais essayer quand même que vous vous endormeriez pas, voilà, devant l'écran. Et quand même faire un effort de ne pas être complètement collé au texte, mais aussi on vient de finir un article justement qu'on a soumis à une revue, donc on va être ravis avec Emmanuel d'avoir aussi vos retours. Et on va aussi faire un petit préambule sur Emmanuel, il reviendra tout à l'heure sur la concept même de nostalgie réactionnaire parce qu'on n'est pas dans une approche de sciences politiques. Donc, on n'est pas là en train de vouloir, à partir de la vidéo, de redéfinir les différentes formes de nostalgie réactionnaire ou de ce qui c'est de la politique réactionnaire. Mais on a vraiment cette entrée des études sur la nostalgie, de la mémoire et des études médiatiques. Donc, juste comme préambule. Donc, voilà. Et comme je dis, alors je vais partager à l'écran le PowerPoint, mais ce qu'on voulait faire avec Emmanuel au départ, c'est avant de commencer à commenter cette fameuse vidéo de campagne d'Éric Zemmour et de la contextualiser davantage, ce qu'on va faire par la suite, c'est de la partager avec vous. Et ça dure 10 minutes. Et tout à l'heure déjà, c'était Samuel qui était juste par quelques secondes complètement horrifié. Donc voilà, on va vous faire passer la vidéo et après tout de suite rentrer dans notre présentation et analyse. C'est donc parti. Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère. Vous jetez un œil et une oreille aux affiches publicitaires, aux séries télévisées, aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons et aux livres scolaires de vos enfants. Vous prenez des métros et vous prenez des trains, vous vous rendez dans des gares et dans des aéroports, vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l'école, vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital, vous faites la queue à la poste ou à l'agence pour l'emploi, vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance, vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit, vous vous souvenez du pays que vous retrouvez dans les films ou dans les livres, le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du général de Gaulle, le pays des chevaliers et des gentes dames, le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand, le pays de Pascal et de Descartes, le pays des fables de La Fontaine, des personnages de Molière et des vers de Racine, le pays de Notre-Dame de Paris et des clochers dans les villages, le pays de Gavroche et de Cosette, le pays des barricades et de Versailles, le pays de Pasteur et de Lavoisier, le pays de Voltaire et de Rousseau, de Clémenceau et des Poilus de 14, de Gaulle et de Jean Moulin, le pays de Gabin et de Delon, le Brigitte Bardot et de Belmondo, de Johnny et d'Aznavour, de Brassens et de Barbara, des films de Sautet et de Verneuil. Ce pays à la fois léger et brillant, ce pays à la fois littéraire et scientifique, ce pays tellement intelligent et fantasque, le pays du Concorde et des centrales nucléaires qui a inventé le cinéma et l'automobile, ce pays que vous cherchez partout avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie sans même l'avoir connu, ce pays que vous chérissez et qui est en train de disparaître. Vous n'avez pas déménagé, et pourtant vous avez la sensation de ne plus être chez vous. Vous n'avez pas quitté votre pays, mais c'est comme si votre pays vous avait quitté. Vous vous sentez étranger dans votre propre pays. Vous êtes des exilés de l'intérieur. Longtemps, vous avez cru être le seul à voir, à entendre, à penser, à craindre. Vous avez eu peur de le dire, vous avez eu honte de vos impressions. Longtemps,
Vous n'avez pas osé dire ce que vous voyez et surtout, vous n'avez pas osé voir ce que vous voyez. Et puis, vous l'avez dit à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à votre père, à votre mère, à vos amis, à vos collègues, à vos voisins. Et puis, vous l'avez dit à des inconnus et vous avez compris que votre sentiment de dépossession était partagé par tous. La France n'était plus la France et tout le monde s'en était aperçu. Bien sûr, on vous a méprisé. Les puissants, les élites, les bien-pensants, les journalistes, les politiciens, les universitaires, les sociologues, les syndicalistes, les autorités religieuses vous disaient que tout cela était un leurre, que tout cela était faux, que tout cela était mal. Mais vous avez compris avec le temps que c'était eux qui étaient un leurre, que c'était eux qui avaient tout faux, que c'était eux qui vous faisaient du mal. La disparition de notre civilisation n'est pas la seule question qui nous harcèle, même si elle les domine toutes. L'immigration n'est pas cause de tous nos problèmes, même si elle les aggrave tous. La tiers-mondisation de notre pays et de notre peuple l'appauvrit autant qu'elle le disloque, le ruine autant qu'elle le tourmente. C'est pourquoi vous avez souvent du mal à finir vos fins de mois. C'est pourquoi nous devons réindustrialiser la France. C'est pourquoi nous devons rééquilibrer notre balance commerciale, réduire notre dette qui grossit, ramener en France nos entreprises qui ont déménagé, redonner du travail à nos chômeurs. C'est pourquoi nous devons protéger nos trésors technologiques et cesser de les brader aux étrangers. C'est pourquoi nous devons permettre à nos petites entreprises de vivre et de grandir et d'être transmises de génération en génération. C'est pourquoi nous devons préserver notre patrimoine architectural, culturel et naturel. C'est pourquoi nous devons restaurer notre école républicaine, son excellence et son culte du mérite et cesser de livrer nos enfants aux expériences égalitaristes des pédagogistes et des docteurs fol-amour, des théories du genre et de l'islamo-gauchisme. C'est pourquoi nous devons reconquérir notre souveraineté abandonnée aux technocrates et aux juges européens qui ont dépouillé le peuple français de sa capacité à décider de son sort au nom des chimères d'une Europe qui ne sera jamais une nation. Oui, nous devons rendre le pouvoir au peuple, le reprendre aux minorités qui ne cessent de tyranniser la majorité et aux juges qui substituent leur férule juridique au gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Depuis des décennies, nos gouvernants de droite comme de gauche nous ont conduits sur ce chemin funeste du déclin et de la décadence. Droite ou gauche, ils vous ont menti, vous ont dissimulé la gravité de notre déclassement, ils vous ont caché la réalité de notre remplacement. Vous me connaissez depuis des années. Vous savez ce que je dis, ce que je diagnostique, ce que j'annonce. Je me suis longtemps contenté du rôle de journaliste, d'écrivain, de Cassandre, de lanceur d'alerte. Je croyais alors qu'un politicien allait s'emparer du flambeau que je lui transmettais. Je me disais, à chacun son métier, à chacun son rôle, à chacun son combat. Je suis revenu de cette illusion. Comme vous, je n'ai plus confiance. Comme vous, j'ai décidé de prendre notre destin en main. J'ai compris qu'aucun politicien n'aurait le courage de sauver le pays du destin tragique qui l'attendait. J'ai compris que tous ces prétendus compétents étaient surtout des impuissants. Que le président Macron, qui s'était présenté comme un homme neuf, était en vérité la synthèse de ses deux prédécesseurs en pire. Que dans tous les partis, il se contenterait de réformettes alors que le temps presse. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas la barbarie, pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis, pour que nous puissions leur transmettre la France telle que nous l'avons connue et reçue de nos ancêtres, pour que nous puissions encore préserver nos modes de vie, nos traditions, notre langue, nos conversations, nos controverses sur l'histoire ou la mode, notre goût pour la littérature et la gastronomie, pour que les Français restent des Français fiers de leur passé et confiants dans leur avenir, pour que les Français se sentent de nouveau chez eux et pour que les derniers arrivés s'assimilent à leur culture, s'approprient leur histoire.
pour que nous refassions des Français en France et pas des étrangers sur une terre inconnue. Nous, les Français, nous sommes une grande nation, un grand peuple. Notre passé glorieux plaide pour notre avenir. Nos soldats ont conquis l'Europe et le monde. Nos grands écrivains et nos artistes ont suscité l'admiration universelle. Les découvertes de nos scientifiques et les fabrications de nos industriels ont marqué leur époque. Le charme de notre art de vivre fait l'envie et le bonheur de tous ceux qui y goûtent. Nous avons connu d'immenses victoires et nous avons surmonté de cruelles défaites. Depuis 1000 ans, nous sommes une des puissances qui ont écrit l'histoire du monde. Nous serons dignes de nos ancêtres. Nous ne nous laisserons pas dominer, vassaliser, conquérir, coloniser. Nous ne nous laisserons pas remplacer. Face à nous se dressera un monstre froid et déterminé qui cherchera à nous salir. Ils vous diront que vous êtes raciste. Ils vous diront que vous êtes animés par des passions tristes, alors que c'est la plus belle des passions qui vous anime, la passion de la France. Ils vous diront le pire sur moi, mais je tiendrai bon. Les quolibets et les crachats ne m'impressionneront pas. Je ne baisserai jamais la tête, car nous avons une mission à accomplir. Le peuple français était intimidé, tétanisé, endoctriné, culpabilisé. Mais il relève la tête, il fait tomber les masques, il dissipe les miasmes mensongers, il chasse ces mauvais bergers. Nous allons continuer la France. Nous allons poursuivre la belle et noble aventure française. Nous allons transmettre le flambeau aux prochaines générations. Aidez-moi, rejoignez-moi, dressez-vous. Nous les Français, nous avons toujours triomphé de tout. Vive la République et surtout, vive la France. Donc, on va prendre une grande respiration. Et je vais partager le PowerPoint. En espérant que ça refonctionne. Ah non, ça ne va pas du tout être comme ça. Attendez. Hop. Ici. Ah. Non, c'est dommage, ça ne se le fait pas comme tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut que je fasse ça d'abord. Voilà. Puis, alors, à ce moment, je pense qu'il faut déjà le mettre en plein écran. Et oui, après, lancer parce que je suis sur 2 écrans. Oui. C'est ça. Donc là, ça devrait être bon. C'est parfait. OK, super. Donc, comme je l'ai dit en introduction, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Emmanuel sur les questions de la nostalgie. D'ailleurs, plus récemment, aussi plus sur les nostalgies créatrices en lien avec l'éco-anxiété. Mais pour cette étude de cas, on voulait vraiment replonger dans la question de la nostalgie restaurative sur laquelle on revient et les liens abusifs de la nostalgie en politique. Donc, depuis quelques années, nous cherchons à analyser la manière dont le passé n'a cessé d'être manipulé, commercialisé, inventé, décrété, flouté, euphémisé, embelli ou encore institué dans les discours contemporains. Donc là, c'est là où on est dans les formes de tricherie. Et puis, on l'avait vu avec Franck Kessler aussi, la question du truc et du trucage, mais on va un peu moins parler de ça aujourd'hui. Et notre démarche donc, s'inscrit dans un courant de pensée très actif depuis quelques années, à savoir des études critiques sur la nostalgie et la mémoire. Et c'est un travail quand même à l'international avec plusieurs collègues. On est dans le réseau, je pense, plus que 60 maintenant. Ça avait commencé avec 5 personnes en 2015, qui s'appelle International Media and Nostalgia Network, où beaucoup de collègues, chercheurs, mais aussi artistes participent. Et on est soucieux de comprendre et de décrypter la manière dont le passé est soumis au risque d'une fictionnalisation, mue par un désir d'idéalisation de l'histoire. Nous analysons plus spécifiquement aujourd'hui la manière dont cette idéalisation est devenue un outil omniprésent pour capter des publics. Il s'agit également d'étudier les risques que ces mêmes publics, entourés par ces pressions nostalgiques largement banalisées, finissent par adhérer à ces récits mémoriels enjolivis et dramatisés à outrance.
La fictionnalisation du passé n'est bien entendu pas un problème en soi. Elle peut même s'avérer passionnante et féconde sur le plan éducatif, dès lors qu'elle est énoncée et assumée comme telle. Dans les discours politiques, en revanche, la mobilisation accrue d'éléments esthétiques et narratifs propres à la fictionnalisation de la mémoire partagée, menant à une historisation idéalisée et décontextualisée du passé, ne présente pas les mêmes enjeux. La surenchère visuelle et sémantique se référant à un supposé passé glorieux peut contribuer à la construction d'une nostalgie régressive et fétichisée, une nostalgie réactionnaire dont la forme contemporaine prend pour part racine dans l'émergence du concept de nation. Et là, normalement, c'est censé avancer, ça va. Donc là, on fait surtout référence au texte de Manuel Menke et de Thomas Wolff, The Dark Side of Inspirational Pasts, an investigation of nostalgia in right-wing populist communication. Désolée, je suis dans mon papier là, c'est ça. Et les distorsions historiques et les manipulations de mémoire émanant de la rhétorique du président russe, par exemple, depuis une vingtaine d'années, en sont un exemple et font aussi partie du chemin tracé vers la guerre qui touche l'Ukraine actuellement. Un autre exemple récent, ou d'autres exemples récents, sont évidemment les discours politiques de Donald Trump et d'autres personnages, on pense aussi au Brésil, etc. Et évidemment, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est cette vidéo d'Éric Zemmour qui était candidat et puis qui n'est pas devenu président. Donc, il faut recontextualiser aussi là, évidemment, notre réflexion dans l'évolution des élections présidentielles. Mais pour revenir un peu sur le contexte, la vidéo a été publiée le 30 novembre 2021 sur son site web de candidature. Elle n'y est plus aujourd'hui, donc vous n'allez pas la trouver. Et elle reste accessible sur YouTube encore quelques mois. Sauf qu'aujourd'hui, elle est rendue aussi privée. Donc, je pense qu'on la trouve si on cherche très intensément parce que des internautes partagent et repartagent quelque part, mais elle n'est plus posée comme une énonciation officielle de l'ancien candidat. La vidéo sur YouTube, en tout cas, a été visionnée plus que 3 millions de fois et commentée avec presque 70 000 commentaires au moment où on a encore pu y accéder. Durant 10 minutes, le candidat, comme vous avez pu le voir, assis dans son bureau de style présidentiel, endossant l'allure légèrement désuète de l'homme politique, faisant des annonces au peuple dans un vieux micro, lit son discours sur la vision de la France, le regard détourné de la caméra la plupart du temps. La caméra zoome très lentement sur lui, s'approchant de son visage à mesure que la vidéo avance. Son discours est accompagné d'images d'archives informationnelles de la télévision française, d'images amateurs dont la provenance est difficilement identifiable, ainsi que d'extraits de films. L'ensemble est rythmé par le deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven. La vidéo, je pense que pour celles et ceux qui l'avaient vue à l'époque, ou je sais qu'il y a des personnes qui vivent en France qui sont avec nous, mais ça a quand même été aussi médiatisé au Québec. La vidéo a immédiatement fait débat, attirant l'attention médiatique et c'est de beaucoup de médias, mais aussi dans les forums et sur les réseaux sociaux. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Réseaux sociaux, RSN, socio-numérique. Voilà, je vais y arriver. On a vu surtout des commentaires de certaines personnes enchantées, évidemment, qui sont du côté de Zemmour, mais beaucoup de d'écœurement. Je sais que c'est plutôt un terme positif quand c'est écœurant en québécois, mais en français, en France, non. Donc, de choc, de voir un hommage à Charles de Gaulle, un usage abusif de la musique de Beethoven, la récupération d'images de personnalités publiques à leur insu et une version sinistre et décliniste d'une France qui devrait être sauvée de multiples menaces qui pèsent sur son futur et la grangerait déjà de l'intérieur au présent. Et les analyses et interprétations, évidemment, n'ont pas manqué. On a noté dans Europress, un moteur de recherche et une archive en fait de publications médiatiques, il y avait 3010 entrées entre le 31 novembre 2021 et le 31 décembre 2021 pour la recherche avec les deux mots-clés Zemmour et vidéo, donc où la vidéo en fait a été soit médiatisée, analysée, discutée ou mentionnée. En revanche, sur ces 3010 entrées, il y avait juste 63 publications qui incluaient la question, la réflexion sur la nostalgie en lien avec l'analyse de cette vidéo. Donc, elle n'a jamais vraiment été problématisée dans les analyses médiatiques de l'époque. C'est pour ça aussi qu'on avait envie de se pencher sur ça pour voir de façon un peu plus minutieuse comment la nostalgie déclinait dans la vidéo et en général dans les discours de Zemmour.
je vais peut-être, parce que même si on a du temps, mais on a quand même beaucoup de pages, peut-être passer sur quelques citations là, mais on peut revenir dans les... C'était quelques citations médiatiques, des réactions, mais je pense qu'on peut les couper. Donc, certaines analyses de la vidéo sous forme de décryptage précis sont proposées, comme celle de la rubrique des décodeurs du quotidien français Le Monde. Et l'analyse proposée sur le site web hackingsocial.com est la plus poussée sur le plan de la nostalgie. Donc, il y a des pistes intéressantes qui ont été avancées autour de la nostalgie d'une douce enfance disparue et des valeurs traditionnelles de la France perdue. Mais la nostalgie n'est à nouveau pas scientifiquement problématisée. Donc, il nous semblait qu'une analyse plus poussée des multiples ressorts et des fantasmes nostalgiques qui irriguent le discours et la vidéo de Zemmour restait à faire. Nous avons donc à notre tour analysé la vidéo en détail. Ça devrait s'afficher ici. Donc, on vous montre des extraits un peu de la retranscription où aussi Corinne Dufresne-Delière nous avait aidé donc en contrat étudiant quand on pouvait travailler ensemble avec Corinne, en tout cas sur la pré-analyse de la vidéo. Et on a vraiment regardé un peu plus près comment, mais je pense que vous l'avez vu, de toute façon, il y a quasiment que des spécialistes du cinéma et de l'analyse filmique là aussi aujourd'hui avec nous, comment le montage a été fait, mais on voulait voir vraiment encore plus précisément en décryptant quand, quelle phrase est posée sur quelle image, etc. Donc, on a décliné ça sur l'ensemble des plans, puis je vais vous montrer ici un autre exemple. Et on a donc vraiment souhaité déconstruire la mise en scène d'un passé fantasmé qui ne semblait exister que pour mettre en exergue son propre déclin, déconstruire la mise en scène d'une mémoire d'allégresse et au passage poser une équivalence, voire en synonymie d'un monde blanc qui viendra pointer du doigt sa propre disparition aux allures apocalyptiques. Dans ton ami, l'accent aussi sur la très grande banalité des mécanismes d'idéalisation nostalgique à l'œuvre dans la vidéo. Et c'est ça qui va nous intéresser plus spécifiquement aujourd'hui, parce que la vidéo a été présentée dans l'espace public comme étant exceptionnelle, et elle est peut-être pour sa longueur, parce que c'est quand même 10 minutes, par la modalité choisie pour annoncer une candidature à l'élection présidentielle, ou encore par le cadre scénique proposé. C'est cette façon de se poser quasiment comme Charles de Gaulle, justement, dans son bureau. En revanche, nous souhaitons démontrer que du point de vue des études mémorielles et en particulier de la construction d'une vision nostalgique du passé, il n'y a dans cette vidéo aucun caractère d'exception, pas même une once de nouveauté. Bien au contraire, le candidat se saisit de l'ensemble des processus de manipulation de la mémoire, déjà abondamment présents dans la sphère des discours et des représentations publiques, s'inscrivant dans une longue tradition, ce qu'on peut appeler les nationalismes nostalgiques selon Franklin, Kinpos et Neurosa. La manière dont le passé est instrumentalisé repose sur un ensemble de techniques et de processus propres à tout discours porté par une nostalgie réactionnaire, une mémoire qui édulcore, qui omet, que ce passé glorifié éclipse des moments et faits historiques moins glorieux, comme les droits restreints des femmes ou des personnes marginalisées, pour ne citer que 2 exemples. Un passé glorifié contrasté par un présent horrifié et chaotisé, et entre les deux, un candidat dont les mots donnent aux images un nouveau sens, naviguant dans le tourbillon d'un montage audiovisuel qui mélange les codes de la publicité, de la vidéo musicale, d'annonces politiques d'envergure historique et de bandes-annonces cinématographiques, permettant ainsi d'élaborer le récit imaginaire d'un âge d'or perdu, d'instituer une métamémoire politisée par une obsession identitaire et enfin d'arrimer la nostalgie à la haine et au rejet d'une altérité dessinée sous le spectre omniprésent d'un dangereux fantôme. Et je vais passer la parole maintenant à Emmanuel pour la suite.